to the launch of this new paper titled Free Technologies in Public Educational Systems, a possible Bonjour tout le monde, vraiment, nous allons avoir notre événement aujourd'hui sur la technologie. the right to education and the Latin American and African network of researchers in privatization of education. Translation is available in four Le service d'interprétariat est toujours disponible pour vous. at the bottom. Vous pouvez avoir accès au service vraiment avec le petit globe, la petite planète qui a toujours en bas. De toute façon, c'est toujours, je suis vraiment content d'être ici avec vous. And also as a way of having a learning session where we hear about the findings of this report and also share our experience. Et aussi, je voudrais partager avec vous le données, les études The topic of the report que, today. que nous avons avec les études. Tout ça est vraiment appuyé, soutenu d'autres choses. Of national, regional, and global organizations and individuals who collaborate to analyze and respond to the challenges posed by the rapid growth of private actors in education from a human rights perspective and propose alternatives. We're currently around 170 members in the network and from 105 different organizations around the world. So welcome again, everyone. And I'll now pass over to Nelsie, the General Coordinator of the Latin American Campaign for the Right to Education, who will tell us more about how this report came together. Gracias, Alice. Gracias a todos, a todas, a todos los que nos acompañan hoy con tanto interés en este Día Internacional de los Servicios Públicos y en este marco de alianza en el consorcio, en el PERC, en este Consortium. donde estamos todos, digamos, buscando el fortalecimiento Nous sommes toujours ici. de la educación pública, de los sistemas de educación pública. Nous voulons renforcer le système public, du système d'enseignement public qui nous envoie des avertissements sur la privatisation pour la campagne d'Amérique latine d'éducation, toujours en alliance avec le RELAP. C'est toujours un plaisir de partager avec vous les résultats de de la première étude que nous avons faite sur la thématique. Pour nous, c'est toujours un plaisir. Ça a été vraiment un long parcours d'apprentissage, soit pour CLAD et aussi pour les autres entités concernées. C'est vraiment un parcours très long en ce qui concerne les expériences de plateformes du logiciel libre en ce qui concerne l'éducation. Pour CLAD, c'est toujours quelque chose d'important, pourtant vraiment une chose qui vient depuis longtemps, de peut-être 4 ans, et de façon que vraiment c'est une histoire qui a toujours à voir avec notre participation dans d'autres alliances stratégiques comme le Forum d'Internet citoyen. À partir vraiment du Forum d'Internet, nous, du CLAD, nous sommes entrés dans un univers des plateformes libres, gratuites, non seulement non, en ce qui concerne les outils, mais aussi en ce qui concerne les propositions publiques. Donc, non, nous faisons déjà un chemin, nous réfléchissons toujours et nous débattons pour retrouver des alternatives qui nous permettront de nous unir. Et dans ce parcours politique qui nous ouvre plusieurs possibilités, des choses très intéressantes et des choses très concrètes pour trouver des solutions vis-à-vis à la force de privatisation que les corporations mènent présentement en ce qui concerne leur technologie, qui sont toujours corrélées à la privatisation. Donc, ce que nous avons décidé, c'est que quand nous pensons à cette étude de l'année dernière, ça a à voir avec une ligne d'action à partir de CLAD, que pour nous, vraiment, c'est toujours quelque chose de très important. Vraiment, il s'agit des propositions. Ça nous a
semblé, peut-être, nous a paru vraiment toujours de favoriser, incentiver, relever le processus, toujours en marche pour la privatisation de l'éducation. Mais c'est toujours important de montrer qu'il y a d'autres possibilités à l'égard, que la privatisation pourrait peut-être être enlevée à travers quelques avancements et qui pourraient fonctionner. Ce sont des possibilités concrètes en jeu pour garantir le droit de l'homme à l'éducation dans les espaces d'éducation concrets. C'est vraiment l'inspiration de cette étude qui a toujours partagé avec notre expérience. Et comme vous le savez déjà, vous allez voir vraiment, ce n'est qu'un échantillon de tout ce que nous faisons. Nous sommes en train de commencer le chemin pour bien identifier, y compris peut-être expérimenter cette pratique. En fait, vraiment, il s'agit d'une découverte vraiment heureuse au-delà de faire de nouveaux partenaires vraiment qui ont peut-être leur propre expérience, pourront peut-être améliorer tout ça, bien sûr que savent le faire. Donc, on dirait peut-être qu'on est toujours dans le même lieu politique que CLAD, de façon que ce que nous allons vous présenter dans cette première, peut-être la première mise de, de trouver les expériences inspiratrices d'utilisation de plateformes libres pour l'éducation, pour le projet éducatif concret. Vraiment une proposition pour gagner de l'espace, de la privatisation, pas vraiment en faisant face, mais vraiment à partir de certains aspects importants. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce sera utile pour vous, que ça puisse servir comme une porte d'entrée, que ça puisse s'élargir, que nous puissions en exploiter et que nous pourrons faire le paramétrage d'une nouvelle force pour ce chemin, pour ce parcours, pour en faire face. De façon que je vous laisse maintenant avec Laura Gianecchini, après avec Israël et avec tous les chercheurs qui seront toujours avec nous, de façon que je vous remercie de votre assistance, de votre présence. Et je sais que vraiment, nous avons besoin de remercier parce que peut-être nous sommes peut-être un peu fous vraiment pour essayer de transformer cette ambiance, cet espace. De façon, c'est tout ce que j'avais à vous dire, de façon que nous n'avons pas encore beaucoup de temps. Je vais faire le partage de mes diapositives. Est-ce que vous pouvez les voir? D'accord. Donc, cette étude, elle s'appelle Technologie numérique libre du système public d'éducation, une transformation possible. Il s'agit donc vraiment, nous avons évalué le système public et comment eux, ils utilisent les technologies d'une façon innovative, émancipative et aussi critique. Nous allons donc commencer avec un petit aperçu dont le but vraiment de cette enquête, vraiment, c'est le cadre, la méthodologie et puis nous allons vous faire passer vraiment, nous allons donner un peu d'espace aux rechercheurs pour qu'ils puissent faire le partage des études des cas avec leurs recommandations. Avant, ça a été vraiment la première recherche de Claudio et RELAP. Il s'agit du réseau latino-américain de chercheurs sur la privatisation de l'éducation. Ça a été vraiment une expérience, toute, toute, toute la démarche vraiment avec le RELAP, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant, de façon que ça a été vraiment une alliance stratégique, académique pour ce faisant. Depuis quelques années, vraiment, CLAD avait déjà identifié quelque chose que l'ONU ou l'UNESCO, vraiment dans leur rapport, avait déjà identifié comme ce question vraiment, la thématique de technophobie, de la numérisation, des personnes qui peut-être ont peur de technologie. Et vraiment une autre tendance de la narration, vraiment de la construction, vraiment qui mettait la numérisation comme une solution
pour tout le problème de la crise de l'éducation. Vraiment, ça, on mettait alors cette réponse des solutions technologiques, comme nous disons, à partir d'un regard critique, un peu critique, à l'égard des outils technologiques, comme si c'était des choses neutres, comme si c'était des choses qui n'étaient pas des systèmes qui produisent et reproduisent un contexte spécifique, social, bien sûr, qui seront développés. Donc, pendant la pandémie, nous avons bien observé vraiment l'usage massif des technologies, spécialement toujours adressées, développées par des corporations technologiques, c'est-à-dire vraiment les grandes sociétés ont bien présenté les solutions technologiques comme des solutions pour un processus pendant la pandémie où vraiment le système d'éducation ont bien adapté, ont dû s'adapter à la numérisation de l'éducation. Nous avons aussi observé, bien sûr que ça se fait voir sur le rapport de l'UNESCO, vraiment des ajustements entre le temps de production académique, c'est-à-dire faire connaissance des impacts de chaque technologie qui se sont développées ou qui s'est développée, vraiment le temps de chaque solution développée par les sociétés, de façon que vraiment pour bien étudier les impacts avec une révision, une relecture de pair, et avec toute cette forme de révélation. Donc, ça nous met 4 ans à peu près pour bien comprendre ce qui signifie la technologie. De façon que à chaque 3 ans, les technologies changent complètement, d'où quand nous finissons une recherche académique, donc la technologie, elle a déjà fini, disons, de façon que l'impact de l'étude est toujours limité. À la fois, ça nous ouvre des portes, sinon des possibilités, vraiment que les sociétés elles-mêmes développent leurs propres études pour en trouver des solutions. De façon que vraiment, il y a toujours une production de connaissances sur les technologies qui sont majoritairement produites par ces sociétés, de façon bien sûr qu'on va dire que les outils marchent bien. Mais nous avons aussi observé vraiment le processus de numérisation de l'infrastructure numérique publique d'après les accords mis en place pendant la pandémie et tout ce qui vient avec tout ça. Vraiment, l'inspection, la surveillance sur le processus pédagogique est réductionniste. Donc, nous nous sommes dit que est-ce que nous pouvons peut-être identifier certaines pratiques contre-hégémoniques pour l'usage de l'éducation numérique, de l'éducation publique, non seulement de l'Amérique latine, mais aussi ailleurs et partout. Donc, nous allons voir si toutes les expériences se parlent, dialoguent avec les droits de l'homme à l'éducation, surtout avec le 4S du contrôle des citoyens et de la transparence. Nous avons donc développé un schéma pour bien comprendre l'imaginaire sociétaire technologique dominant, maîtrisant. Donc, nous avons observé ici vraiment que l'imaginaire sociotechnique, il se caractérise par les solutions technologiques déjà mentionnées, des technologies que vraiment comme des solutions pour le problème de la crise de l'éducation. Et en tant que modèle unique de développement possible, l'idée de la neutralité des technologies numériques que les machines n'arrivent pas à nous octroyer. Donc, nous avons une mise en plateforme de ces technologies, non seulement pour l'éducation, mais pour tout le domaine de l'éducation. Donc, nous avons donc observé que les sociétés influencent vraiment l'imaginaire sociotechnique et que ça vraiment adresse les politiques d'éducation politique dans notre zone, vraiment dans l'Amérique latine. Donc, la conséquence de la privatisation est toujours menée
Donc, vraiment, toujours en abandon scolaire. Comme nous avons observé, par exemple, pendant la pandémie, l'abandon scolaire, le décrochage scolaire, nous avons vu vraiment une réapplication de la logique néolibérale qui se base toujours dans l'entrepreneuriat pour toujours essayer de résoudre le problème à partir de l'individu et pas à partir du collectif. Donc, avoir vraiment une concurrence au lieu de la collaboration parmi les étudiants, parmi les professeurs, hein, parmi les écoles. De façon que vraiment, il s'agit toujours d'une concurrence vraiment importante et aussi l'usage de données, ça va toujours générer vraiment l'usage de données à partir vraiment de la collecte de données de personnes, de professeurs et aussi de travailleurs de l'éducation qui mènent beaucoup de temps de leur vie chez les écoles, vraiment. Et donc, de façon qu'il y a beaucoup d'informations corrélées. Il il est toujours stratégique pour toutes les sociétés, vraiment compter sur le données. Donc, ce que nous vous proposons, c'est toujours de développer un nouvel imaginaire sociotechnique qui se base plutôt sur la souveraineté numérique, c'est-à-dire vraiment que les États ont besoin de développer leur technologie publique, que nous n'avons pas besoin d'en dépendre de dépendre vraiment des technologies de société et que nous avons besoin de nous baser sur la réduction et atténuation vraiment de lacunes et aussi que nous avons besoin de nous baser sur les droits de l'homme et sur le respect aux droits de l'homme. Donc, la disponibilité, l'accessibilité et l'adaptabilité et la transparence des services. Donc, le nouvel imaginaire sociotechnique devrait adresser les politiques publiques d'éducation et devrait aussi s'adresser l'usage de plateformes libres, gratuites et bien sûr souveraines dans le sens vraiment de l'alphabétisation critique qui inclut non seulement l'usage de technologies d'une façon critique, mais aussi vraiment la production de technologies à, à partir des sujets de droit, de profession et aussi pour la bonne compréhension de ce qui est vraiment derrière la numérisation de l'éducation. C'est que nous mène vraiment à penser à la formation de la citoyenneté numérique. Donc, à partir de cette consultation de membres de CLAD, de chercheurs et chercheuses de RELAP, nous avons donc créé quelques critères de sélection de cas vraiment qui sont appliqués au réseau public pour l'enseignement, pour l'éducation, toujours avec un accès facile qui puisse vraiment nous donner une diversité territoriale et toujours en vigueur dans cette année, de façon que nous avons identifié deux cas au Brésil, Conexão Escola Mundo, un programme qui s'appelle Onda Digital. Nous avons donc un cas, la plateforme DD en Catalogne, en Espagne. Nous avons un cas aux États-Unis, un Penn Manor District, et aussi vraiment une expérience d'une communauté autochtone au Chiapas, au Mexique. Donc, nous avons donc fait la révision bibliographique avec le responsable de chaque initiative, de façon qu'après, nous avons donc appliqué un paramétrage spécifique en analyse qui va toujours parler avec la numérisation démocratique qui s'est développée par RELAP depuis 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, je vais vous faire voir, si vous me le permettez, d'une façon très vite, rapide, comment nous avons donc organisé les critères de disponibilité, accessibilité, adaptabilité, transparence. Et chaque plateforme s- s'est analysée, s'est fait analyser d'après le critère, de façon que je vais inviter Giovanna pour qu'elle puisse nous présenter le cas de Catalogne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Je vais essayer de vous parler très vite. Donc, dans 3 minutes, je vais essayer de vous présenter l'étude qui est corrélée à l'initiative d'aider de
numérisation démocratique qui s'est réalisée en Catalogne, vraiment à Barcelone, pour être plus précis. Donc, la plateforme DD de numérisation démocratique est toujours un résultat d'une série de contestations de notre collectif qui se développait présentement en ce qui concerne la défense de l'éducation publique, la plaidoyer de l'éducation publique. Donc, il s'agit toujours d'une famille, de mères, des parents, toujours de l'association, de familles, des étudiants de la Catalogne. Donc, ils ont bien reçu un document pour l'autorisation vraiment que le fils, les enfants puissent entrer vraiment sur la plateforme Google Suite. À l'époque, était vraiment la plateforme en vigueur, Google for Education, de façon que chaque famille s'est rendu compte vraiment qu'il s'agissait d'un processus complexe pour chaque enfant, de façon qu'ils ont développé un manifeste dans lequel vraiment on diffusait à partir de messages électroniques, aussi à partir de réseaux sociaux. Donc, on envoyait à d'autres familles pour ne pas autoriser l'usage de leurs enfants dans Google Suite. Donc, il s'agissait toujours la non-entrée de Google dans les écoles. Donc, tout d'un coup, vraiment, on a eu d'autres chercheurs, chercheuses qui se sont connectés, des activistes en Catalogne, en Espagne d'une façon plus générale. Donc, nous avons en Europe un réseau qui date depuis longtemps vraiment pour le plaidoyer de la souveraineté numérique et aussi pour d'autres domaines. Donc, ils se sont réunis pour le plaidoyer, la contestation de l'usage des enfants, c'est-à-dire contre l'usage de Google de ces données des enfants. Donc, nous avons donc essayé de rédacter avec quelques chercheurs que défendaient toujours vraiment des activistes de hackers, un projet alternatif qui se proposait toujours comme un moyen d'entrée. À partir de ce moment, vraiment, on a créé une plateforme, c'est la plateforme DD, qui se base fondamentalement sur une plateforme d'intégration et d'usage, d'unification, d'utilisation des outils et open source et aussi d'une plateforme qui s'opère, qui peut être toujours éditée de façon que c'est toujours le processus d'entrée de cette plateforme. Donc, en 2023, après cette présentation de la plateforme, nous avons donc créé un accord. Nous avons donc rédacté, mandaté un accord avec le gouvernement de Catalogne. Nous avons commencé à approuver ça pour plusieurs centres d'éducation. Donc, c'est plus ou moins le processus d'une façon plus simple. Vraiment, c'est une plateforme alternative, surtout quand on parle de l'hégémonie du Google avec sa plateforme. Donc, Microsoft 365 et aussi d'autres plateformes. Donc, nous savons que nous avons besoin d'améliorer la plateforme, notre plateforme. Donc, nous avons besoin de réaliser quelques changements, mais sinon, c'est toujours important de souligner que vraiment, il s'agit toujours d'une initiative avec un essai avec la privatisation. Donc, ce que nous avons besoin de faire, et je pense que c'est vraiment très important sur le rapport, c'est que nous avons besoin de connecter soit les activistes qui vont toujours faire le plaidoyer de l'éducation publique et aussi avec les académiques qui travaillent là-dessus en faveur d'une critique de la privatisation et pour le développement des outils alternatifs. Nous avons aussi des hackers alternatifs qui nous aident de façon que donc c'est un espace de résistance. Il ne s'agit pas vraiment d'une transformation de la réalité, mais il s'agit vraiment d'un plaidoyer de l'éducation publique pour vraiment savoir qui on fait en sorte qu'on puisse avoir de renforcement éternel et continu pour l'éducation. Donc, je m'arrête. J'espère que ça vous a aidé avec le petit mot que j'avais à vous dire. Entonces invito a Teise a contarnos también las experiencias de Merci. Donc, je voudrais inviter Thais pour qu'elle puisse partager avec nous son Bom dia, expérience. filhas do Brasil.
Bonjour, c'est depuis le Brésil. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Donc, je vais commencer, moi, avec mes remerciements de la RELAP de participer avec de cette étude. Je vais vous parler des 3 cas que nous avons ici au Brésil, du côté brésilien. Donc, le premier cas, c'est vraiment la connexion école-mundo. Différemment, vraiment, il ne s'agit pas d'une politique publique, mais d'une initiative qui naît à partir de l'université avec la connexion de 2 universités au Brésil, l'université de Bahia et l'université de Santa Catarina, avec toujours la participation de chercheurs d'Italie et aussi de Catalogne. Le projet au Brésil, toujours coordonné vraiment par le professeur Nelson Preto, il s'est financé par une agence publique, le Conseil scientifique pour développement technologique, CNPq, qui toujours fait la diffusion de la technologie. Donc, la caractéristique, c'est qu'il s'agit d'un projet d'intervention de recherche. C'est pour ça qu'on a toujours une action sur la réalisation des actions prévues dans l'intersection entre l'université et 2 écoles publiques, de façon que l'école avec laquelle nous travaillons, c'est l'école d'application de l'université de Santa Catarina. C'est une école avec à peu près 1000 élèves, vraiment entre 6 et 17 ans. Donc, nous avons atteint ce public dont l'objectif, vraiment, je cite, créer et expérimenter une méthodologie d'intervention dans les écoles pour former dans le droit de l'homme à partir d'une perspective hacker. Donc, l'éducation hacker, la culture hacker, c'est toujours un fondement sur lequel se base la perspective d'autonomie pour la prise de décision, un travail collaboratif, la décentralisation du pouvoir et, et dans les pratiques avec des objets numériques à partir d'une perspective de la transformation du monde. Donc, le hacker, c'est toujours une personne, d'après le professeur, qui participe activement avec le contenu, faire circuler pour que nous puissions expérimenter et améliorer le monde. Donc, la ressource à la technologie numérique se fait toujours important dans cette perspective. Donc, le deuxième fondement important, c'est la formation de l'éducation des droits de l'homme, toujours basée pour la citoyenneté pour la culture numérique. Donc, nous avons donc un ensemble des processus pour constituer euh, conjointement entre les écoles et leur communauté qui se compose de familles, de fonctionnaires, de professeurs et avec les rechercheurs et les étudiants de chaque université, le développement de ces projets. Donc, nous soulignons 2 aspects spécifiques, dont le premier, c'est la planification du travail à se développer à l'école d'application de l'Université de Santa Catarina. C'est réalisé à partir vraiment d'un séminaire international de recherche, de façon d'où nous avons une levée de données de besoins de la communauté. Et ça s'est fait vraiment à l'école. Je voudrais donc souligner un des exemples, vraiment résultat de ce séminaire, c'est vraiment le projet développé tout au long de cette année, avec les étudiants âgés entre 11 et 17 ans, à partir d'un diagnostic vraiment qu'ils se sentaient vraiment comme si on ne les entendait pas vraiment, dont l'objectif c'est vraiment de le transformer dans des sujets avec des voix, vraiment pour utiliser les ressources numériques pour la composition de podcasts. Donc, le processus de création, accès à la technologie d'apprentissage s'est constitué à partir de tout ça, de façon que la plateforme utilisée, c'est Nextcloud, pour travailler avec les données de recherche, la plateforme du réseau d'éducation pour la réalisation de réunions, Kenny Live, et aussi d'autres plateformes libres, gratuites.
open source. Donc, le projet, il est toujours en vigueur. Donc, cette année, en 2024, on aura un autre séminaire international de recherche, cette fois à l'Université de Bahia. À partir d'une perspective du droit de l'homme, nous donc comprenons que le projet se trouve et répond aux critères de disponibilité, accessibilité, adaptabilité et aussi de la transparence avec le forum social, quoique nous n'ayons pas encore trouvé des actions spécifiques pour répondre aux besoins, aux exigences des enfants et des adolescents avec des problèmes de santé. Dans le deuxième cas, si jamais vous me permettez, je voudrais donc vous raconter que il s'agit toujours d'un projet qui est né à l'université, à la même université de Brasilia, par exemple, avec la connexion Escola Mundo. C'est toujours corrélé à l'université d'éducation de l'université de Bahia. Et vraiment, le projet Onda Digital est corrélé à l'Institut de mathématiques de l'université de Bahia, coordonné par un groupe de chercheurs et aussi d'étudiants. Il faut vous dire vraiment que toutes les informations ont été obtenues de Pietro Bompé. C'est vraiment une personne vraiment qui nous a beaucoup aidé avec les enquêtes. Donc, l'entité travaille avec les enfants et aussi mobilise l'activité scolaire et travaille aussi avec les étudiants d'à partir d'âgés de 13 ans qui sont toujours qui appartiennent à les écoles publiques de Salvador. On va travailler toujours avec les personnes plus âgées, toujours dans une situation vulnérable. Donc, sur une condition de participation des écoles publiques, vraiment le projet a bien démarré en 2024 et a été coordonné par la professeure Deborah Abidala, dont l'objectif, c'est promouvoir l'inclusion numérique, socio-numérique, en intégrant l'université et la communauté des différents groupes et favoriser la numérisation. Donc, toutes les plateformes, tous les cours, tous les ateliers sont toujours libres et tout l'apprentissage, le processus, ça se fait à partir du projet, se sont développés à partir de ce fondement. Donc, nous soulignons la formation en informatique. Donc, nous avons que les jeunes gens vont toujours à l'université pour participer aux cours. Le projet de Onda Solidaire, vraiment, donc l'université va aux communautés pour favoriser l'inclusion numérique, la formation et l'accès aux informations et aux connaissances. Et nous soulignons aussi l'autre projet où nous travaillons avec le recyclage, le tri et le soin avec le résidu, par exemple le portable sans utilisation, les ordinateurs sans utilisation. Donc, les plateformes sont toujours les plateformes que nous utilisons, donc sont toujours libres comme Linux, Gimp, et on utilise d'autres plateformes aussi, toujours pour l'engagement. On s'engage toujours à ne pas utiliser les autres plateformes. Nous comprenons parfaitement que ça répond aux exigences de la perspective de l'utilisation du droit de l'homme. Finalement, sans plus tarder, vraiment, je vais vous parler vite fait je vais vous donner quelques informations sur le projet Johnny Peak Intrabash, vraiment en ce qui concerne le rapport. Donc, c'est la plateforme communautaire au service de la préservation des langues de Chiapas. Johnny Peak, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, je m'excuse, je le mal fait. Ça signifie vraiment apprendre. Intrabat, c'est toujours la conjonction de intranet et bacharel. Donc, parce que le projet originaire en 2003, par le professeur Wilsamon Alvarado, du professeur de Chiapas, elle a été votée pour la production d'un réseau intranet pour les étudiants de cette école. Au fur et à mesure, le projet s'élargit
avec beaucoup d'entraves, beaucoup de problèmes parce que vraiment, ils ne comptent pas sur les investissements. Donc, le professeur, lui, vraiment, il est professeur d'informatique dans une zone où l'accès au réseau, à Internet est vraiment faible. Donc, les personnes n'ont pas les bons équipements, n'ont pas l'accès et les conditions socio-économiques sont toujours un peu précaires, pour vous le dire. Donc, il faut vous dire aussi que l'école 500, il, il est toujours à Abasolo, donc c'est une communauté autochtone où, d'après vraiment le constat du professeur, il s'est toujours aidé avec la mobilisation, surtout en 2003, ils ont peu accès à la langue espagnole. Parce qu'ils ont peu d'accès, donc on n'a pas vraiment beaucoup de support éducatif pour vraiment les aider. Donc, le professeur se mobilise avec les étudiants à partir d'une perspective de la création de contenu dans la langue setale. Donc, je vous invite vraiment toujours à bien observer le support qu'ils ont disponible, de façon que le projet s'élargit à partir d'une perspective d'inclusion, de façon que le professeur, avec les étudiants, tout au long du temps, ils vont constituer un réseau avec le serveur, les fonctionnaires qui sont aux écoles pour concéder plus d'accès avec une petite antenne, de façon que la communauté a plus d'accès aux services Internet. Donc, la perspective, c'est toujours de favoriser l'accès à la technologie numérique dans un contexte très précaire et vraiment réduire les différences sociales. Le professeur donc, commence avec le paquet Office, vraiment, et au fur et à mesure, ça s'élargit pour l'utilisation des technologies libres, comme par exemple Linux, à partir de 2007. Et vraiment, on va commencer à utiliser l'ensemble de plateformes libres pendant vraiment la deuxième décennie du XXe siècle. Donc, c'est la diffusion de le diffuser pour d'autres communautés, d'autres écoles du coin. Donc, ça grandit, d'autres partenaires s'y rassemblent dans d'autres espaces physiques. Donc, aujourd'hui, si jamais nous faisons l'accès vraiment, il y a toujours la possibilité d'une consultation publique, de façon que le projet, il se maintient toujours avec le don des autres entités. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps et nous voudrions peut-être faire un petit dialogue vers la fin de l'événement, de façon que je vais passer la parole à Janaïna et après à Monsieur Israël Coelho. Olá, olá a Bonjour, todos, rebonjour à tous, olá a bonjour à todas toutes. e todes. Bom, primeiramente, eu gostaria de D'abord, je agradecer voudrais donc remercier o vraiment la alcance dessa confiance, publicação vraiment para a l'importance de busca de cette outras publication, modalidades vraiment à de la trabalho recherche para a d'autres utilisations participativa, des inclusiva e ressources solidária. numériques O pour caso la do Distrito solidarité. Educacional Donc, de dans le Paulo cas vraiment da de Pittsburgh, notre dessa coin, forma, vraiment aux é um États-Unis, exemplo desse c'est uso, toujours un que exemple de cet usage, muitos vraiment parce municípios que ça também acreditam unit le principe, il y a toujours na la foi nossa vraiment pour la sociedade démocratie. brasileira, que os Donc, ce que nous estudantes e os percevons, c'est professores vraiment, sempre nous nous rendons buscam compte ter vraiment que les étudiants ne sont a pas esfera de serem compris comme des carregados de sujets políticas pour educadoras, vraiment mas como atores mener sociopolíticos avant capazes de vraiment la ampliar démocratie. Ils sont a toujours des criação sujets de sociopolitiques pour trouver des desse solutions framework do pour leur princípio réalité. Donc, e c'est vraiment le utilizá-lo cadre de para ce projet qui se tratar base ideias de toujours Paulo Freire. sur les idées de Paulo Essa é a Freire. diferença para esse C'est toujours projeto. une référence pour nous, Tanto pour o notre travail. distrito educacional de Donc, Pernambuco, que é um vraiment, distrito público, vraiment le tem coin desde public, vraiment le 1999 district. Et disponibiliza depuis tecnologias 1999, nous utilisons livres em sua rede de plusieurs computadores. technologies Essa libres. publicação tem Et algumas d'après la sugestões technologie, concretas nous avons une bonne liste de logiciels libres que não nous apenas utilisons. do Quelques exemples que je vous uso de donne softwares livres pour cet usage no sistema dans le système informático intégré de computadores, né? Então, eles d'informatique. têm uma criação de Donc, nous sistemas avons donc une gráficos para création d'un suportar système o ensino, intégré de o présence, próprio toujours sistema créé de par le identificação district de avec pessoas e computadores l'aide d'un voltados hacker, para aussi la o construction bem, d'un para système provar que helpdesk pour la o uso de communauté. ferramentas
l'usage de logiciels libres pour la connexion des bibliothécaires et d'autres professionnels, le développement de pages Internet, l'usage de systèmes euh, open source, toujours adaptés aux besoins des étudiants, l'usage de systèmes technologiques open source pour le journaux du district qui puisse vraiment toujours aider la diffusion et la publication de ce journal. Et toujours les notifications, avertissements de open source avec les étudiants qui permettront qu'ils reçoivent la technologie, qu'ils puissent comprendre vraiment leur usage et transformer tout ça pour le bénéfice de la communauté, pour la numérisation. Comme Charles Reise nous dit, il, il est un des idéalisateurs et coordonnateurs du département de technologie. Vraiment, si jamais nous concédons une technologie ouverte aux étudiants, ça va les aider à comprendre leur engagement et aussi comprendre qu'ils peuvent changer le monde à partir et à travers la technologie. Donc, ils peuvent faire partie de décisions prises et ne pas, et ne, non, ne pas être seulement vraiment le résultat d'une politique. Donc, tous les projets développés ont toujours vraiment l'idée, à partir de l'idée d'usage, vraiment le sujet vont toujours collaborer, ils vont partager les connaissances. Ça a toujours à voir avec la technologie hacker. L'expérience de ce district, elle nous montre vraiment le feedback entre la conception d'éducation et l'usage de technologies libres. Ça signifie que si d'un côté, la conception va favoriser l'usage des technologies, d'autre côté, l'usage des technologies va toujours favoriser l'expérience de ces conceptions dans la relation entre les professeurs, les étudiants et les étudiants soient eux-mêmes. Finalement, je voudrais donc remercier Charles Rising. Il a écrit un livre, un livre sur ça. Il a expliqué l'histoire et quels sont les enjeux qu'ils ont affrontés. Donc, il m'a concédé, il a été interviewé 2 fois, de façon que je vais vous faire le partage de ces interviews. Donc, je voudrais remercier sa collaboration pour la diffusion de ce projet lors de cette publication. Merci à tous. Je voudrais donc demander vraiment, appeler M. Israël pour qu'on puisse avoir toujours un petit dialogue vers la fin. D'une façon très vite, vraiment, je voudrais donc remercier les autres conférenciers, remercier vraiment les chercheurs et chercheuses. Je pense que les bonnes recommandations seront claires avec leurs idées. Donc, le cadre normatif du droit de l'homme à l'éducation se base sur le 5S et est toujours appliqué pour les nouvelles pratiques, de façon qu'il s'est toujours adressé aux technologies numériques. Deuxièmement, on peut créer des alternatives dans le système public avec le programme libre et les plateformes open source. Nous basons sur la démocratisation des méthodologies d'éducation pour émancipation et pour la transformation des technologies numériques. En outre, toutes ces recommandations, donc l'imaginaire libre et les technologies devraient être libres et toujours souveraines, de façon en sorte qu'on puisse favoriser la création de ces technologies qui puissent répondre aux intérêts publics, non seulement vraiment le big tech. Il est toujours essentiel pour travailler l'alphabétisation numérique, pour favoriser la participation dans dans ces espaces, pour promouvoir la souveraineté numérique. Et comme nous avons vu, vraiment, dans d'autres cas, ils peuvent être producteurs de technologies numériques ou de points d'appui pour l'approbation de technologies de façon plus créatrice et qu'on puisse développer les plateformes ou les ressources numériques d'après leur intérêt. Il est clair vraiment qu'il est toujours important de supérer les inégalités sociales
de vraiment de genre, ethnie, il y a aussi des autres personnes, aussi les problèmes, les différences que nous avons pour les personnes âgées et handicapées, par exemple. Finalement, les processus que nous avons déjà faits, toujours basés sur nos recherches. Le premier a été vraiment en janvier de cette année, la réunion du ministère de l'Éducation de la ALC. Nous avons présenté le résultat de cette étude que fait partie de l'ordre du jour de CLADE. Il y a toujours présente à la carte thématique sur l'usage de la technologie pour l'éducation. Donc, l'étude nous a permis de participer dans deux autres événements. C'est vraiment la conférence internationale sur l'éducation, de façon que, et aussi pour un séminaire d'éducation au Brésil. Donc, le cadre méthodologique de cette étude est toujours basé sur ça. Nous avons pu nous préparer pour apporter des précisions sur l'éducation et aussi l'accès au droit à l'éducation, de façon que dans les prochaines années, le projet va se dérouler. Nous allons le présenter au Parlement et aussi dans la réunion de G20, de façon que ça est toujours présent dans le travail conjoint de la jeunesse où l'étude va enthousiasmer, va favoriser, faciliter la proposition des CLAD sur l'utilisation de la technologie pour l'éducation. Ici, nous avons l'accès à la publication avec le code QR. Si jamais vous avez toujours l'accès au document, de façon que je crois que ça va être diffusé partout sur vraiment l'enregistrement sur YouTube et vers la fin de la semaine, on aura toujours le même support en anglais. Je pense que nous avons toujours de bonnes 8 minutes, de façon que je finis ma présentation de mes recommandations. Gracias, Israel. Si Merci, Israël. quieren, pueden tomar la palabra o escribir sus Si jamais preguntas en el vous chat. voulez, vous êtes toujours libre pour Tenemos ahí parler, algunos pour minutos aún para nous exprimer, nous faire arriver vraiment vos remarques et vos commentaires, de façon que nous avons toujours quelques minutes pour faire le partage de vos commentaires, si jamais vous en avez. Dice aquí Juana Vous êtes toujours libre pour écrire, sinon pour faire le partage en façon audio sur le chat. Elle nous demande si nous pouvons toujours faire le partage du lien de l'enregistrement. Bien sûr que on vous félicite de vos présentations. Je ne sais pas si vous avez toujours des doutes, des questions envers le chercheur, la rechercheuse, et après, vraiment, on va publier les cas concernés. Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez des précisions? Est-ce que vous avez des contributions à faire? Vous êtes toujours libre à le faire. D'accord, nous avons quelqu'un ici qui va nous parler. Je voudrais, je voudrais donc féliciter vraiment de votre travail, le travail des CLAD qui est toujours important en ce qui concerne la recherche et aussi l'ouverture de possibilités, de nouvelles possibilités, aussi l'incidence vis-à-vis les autorités et aussi à ceux corrélés à la pensée des autorités et toujours à la recherche d'appliquer ça à la pratique. Nous connaissons déjà d'autres cas, comme par exemple le cas qui s'est déroulé au sud de l'Inde. Nous avons publié tout ça vraiment sur notre revue, de façon que nous allons, nous allons nous en référer sur la prochaine édition de la revue. Aussi, au Venezuela, nous en avons beaucoup d'expériences, beaucoup d'exemples en ce qui concerne le système Ganaima d'éducation publique. Nous vous invitons à continuer avec vos recherches, à continuer à nous faire confiance. Ce sera toujours possible, de façon que nous allons vraiment toujours consolider ça sur le territoire numérique. Merci, merci Javier. L'idée, c'est toujours pouvoir continuer à identifier d'autres expériences et pouvoir vraiment faire voir les autres expériences, de façon que je vous invite à faire le bon partage
de tous ces documents, de faire le partage des expériences sur notre site. Ça va être toujours, ça sera toujours une thématique importante pour nous partager et c'est toujours intéressant de savoir vraiment comme partout dans le monde, les expériences existent, sont toujours présentes depuis 20 à 25 ans. Donc, il ne s'agit pas des choses nouvelles, des choses neuves, vraiment. Il s'agit des expériences à partir desquelles nous pouvons apprendre beaucoup, effectivement, et toujours partager aux autorités pour qu'on puisse voir qu'il est toujours possible un autre usage de la technologie qui se base sur des technologies souveraines. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec des doutes, des questions à poser, peut-être? Je voudrais donc vous dire, vous faire parvenir ma petite réflexion. Je donc vous dirais deux petites choses. C'est vraiment qu'il est toujours important de souligner vraiment le travail de recherche que nous faisons sur les expériences mentionnées, vraiment l'identification, la recherche, la levée de la collecte de données, parce que nous savons vraiment pour qu'on ait un dialogue politique, il, il est vraiment difficile parfois quand nous parlons de vraiment faire face à partir de l'autre côté, quand nous parlons de la privatisation, compter sur les données rigoureuses et avec des preuves. Il est toujours important pour nous, pour bien, et de façon que vraiment inviter les chercheurs, le recherchage de ce domaine, vraiment les inviter à s'engager à ce domaine pour qu'on puisse avoir un bon partage de toutes les recherches, de façon que je vous dis, je vous assure vraiment que de notre côté de CLAD, ce que nous voulons vraiment, c'est vraiment vous faire arriver les résultats de ces recherches de partout dans le monde, vraiment pour qu'on puisse améliorer l'éducation dans le monde, de façon que toutes les informations seront partagées, sera bien utilisées, de façon que j'arrive vers la fin. En guise de conclusion, je voudrais vous dire que je suis toujours pa- parce que vraiment plusieurs acteurs de ce domaine, vous savez déjà très bien, vous connaissez très bien nos expériences, mais je voudrais vous dire, je tiens à vous dire vraiment que c'est important de faire le partage. Et aussi, c'est important de savoir que ce que je pense, que dans le gouvernement de nos zones, le gouvernement de nos régions, ils devraient s'y engager et parfois ils n'ont pas accès à ces données pour vraiment en créer des politiques. Et dans la politique, dans ce sens-là, nous avons besoin vraiment d'établir de nouveaux dialogues avec d'autres gouvernements de notre région, avec aussi de provinces, de départements de nos pays. Vraiment, ce que Ravel nous avait dit à propos du Venezuela, nous avons aussi une expérience au Cuba, vraiment une expérience publique, de façon que Venezuela et Cuba ne sont pas vraiment le pays plus entendu partout dans le monde, on pourrait le dire, hein. De façon que nous allons essayer de créer un dialogue pour connaître ces expériences, ce que nous n'avons pas encore fait. Il s'agit des expériences très intéressantes et avec tout ce que nous avons commenté, ce sera des expériences incorporées, mises en place peut-être par les gouvernements d'après leur politique. Donc, c'est juste pour faire savoir vraiment que, vraiment, si jamais quelqu'un veut préciser quelque chose pour qu'on puisse avancer vers les améliorations que nous souhaitons. Je pense que peut-être avant la fin, peut-être Marcel, vous voudrez nous parler quelque chose. Bonjour à tous. Je voudrais donc vous remercier vraiment de cette participation, d'être invité. Je pense qu'il s'agit de participation très intéressante qui va toujours demain avec la campagne brésilienne, avec vraiment la quantité de données, la comparaison de pays, de façon que je juste pour vous féliciter et vous remercier les études faites par vous. Obrigada, Marcele.
Merci vraiment. Je voudrais donc juste vous commenter, si jamais vous me le permettez, vous faire une petite remarque que nous sommes en train de faire un autre projet sur une étude sur la gouvernance numérique et l'intelligence artificielle, toujours appliquée à l'éducation. Il s'agit donc d'une étude qui va toujours travailler d'une façon critique avec les acteurs concernés pour la gouvernance et pour l'éducation numérique. Donc, l'importance de créer d'autres liens avec les mouvements d'éducation et pour la citoyenneté, de façon que nous voyons, nous vérifions vraiment la possibilité de rapprochement entre les mouvements pour le droit à l'éducation et les mouvements pour le droit à la numérisation, de façon que nous avons toujours la trajectoire et ce rapprochement entre les mouvements féministes, d'où le mouvement pour le droit numérique, il y a quelque chose de très important. Les Nations unies développent un pacte mondial de numérisation de façon que améliorer les liens et en être présent. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un ici voudrait nous faire arriver de remarques. Je pense vraiment, donc je voudrais vous féliciter. C'est vraiment, j'imagine que tout le monde est content, tout le monde est vraiment ravi du résultat reçu, obtenu. Vraiment, donc nous allons continuer le dialogue de façon que je vous remercie. Si jamais si jamais vous voulez continuer avec le dialogue, vous pouvez toujours nous écrire. Nous, il y a toujours des personnes, vous pouvez toujours